Dans cette émission, nous explorerons les années du cinéma au travers des œuvres qui l'ont façonné. Pas forcément les longs métrages les plus populaires, mais assurément ceux qui m'ont le plus marqué et qui peut-être auront également une résonance en vous. Des chefs-d'œuvre incontournables aux perles méconnues, laissez-vous embarquer dans ce voyage à travers le temps. Cette fois-ci, les recherches furent assez simples. En 5 minutes de recherche, j'avais pas moins de 11 films à visionner, dont certains durant une certaine durée. Allez, on y va. Méliès est toujours présent dans le monde du cinéma et je trouve qu'il commence à se faire vieux. Là où tous les autres cinéastes commencent à poser les bases de la grammaire cinématographique, Méliès reste dans des petits courts-métrages en train de faire le zouave avec ses copains extraterrestres. J'ai vu Le Mélomane, Le Chaudron Infernal et La Lanterne Magique, et c'est aussi ennuyeux qu'embarrassant. Dites-vous bien qu'on est en 1903 et Méliès essaye encore de nous impressionner avec des cuts. Par contre, quand il décide qu'avec ce film-là, il va choquer tout le monde, ça se passe plutôt bien. Concernant Le Royaume des Fées, là je m'incline. Même s'il ne parvient jamais à me choper en termes de narration, arrivé à la deuxième moitié du film, j'admets volontiers qu'on soit face à l'une des œuvres les plus ambitieuses et impressionnantes de Méliès et du cinéma de cette époque. Que ce soit le travail sur les maquettes, sur les costumes et surtout sur les effets spéciaux pour rendre crédible ce monde sous-marin, c'est très bon. J'ai également vu Mary Jane Smith, une bien étrange proposition de cinéma signée George Albert Smith. C'est profondément stupide et c'est probablement la performance de comédienne la plus plaisante que j'ai pu voir depuis le début de l'émission. J'ai également vu le très sympathique Desperate Poaching of Ray, réalisé par William Haggard. Premièrement, enfin une caméra mobile, ça fait beaucoup de bien. Une caméra certes mobile, mais qui va surtout proposer pas mal de plans et des situations différentes dans de vrais décors. Il y a un travail de chorégraphie de combat au corps à corps qui a le mérite d'exister, du gunfight avec les effets spéciaux qui vont avec, et un combat dans l'eau. Pour 1903, c'est l'une des propositions de cinéma les plus modernes qui soit. Une course-poursuite rythmée qui ne relâche jamais l'attention. Pour préparer cette vidéo, j'ai surtout vu The Great Train Robbery, réalisé par Edwin Stanton Porter. Un film vraiment impressionnant, à la fois dans son ampleur et dans sa maîtrise. C'est assez fou de constater à quel point le cinéma est devenu aussi grand et fédérateur en si peu de temps. On n'est qu'en 1903 et on a en face de nous un vrai récit mettant en scène un braquage et une cavale assez spectaculaire, raconté en pas moins de 14 plans dont la plupart sont soit très bien composés, soit vraiment impressionnants, soit les deux à la fois. Le fait de tourner en décor naturel, de ne pas être prisonnier entre quatre murs d'un studio, permet un vrai travail sur la profondeur de champ, et donc sur l'immersion des spectateurs. Les plans ont du relief et se permettent d'avoir beaucoup plus de richesse visuelle. J'aime également beaucoup le travail de caractérisation sur les personnages principaux. Le fait que nous soyons du point de vue des braqueurs et non des forces de l'ordre est, je pense, très rare pour l'époque et bien plus engageant pour le spectateur. Cela justifie la mise en scène d'une violence rarement vue dans un métrage, entre ce pauvre gars qui se fait tabasser à mort ou cet otage qui se fait tuer gratuitement et sans sommation. Une violence nécessaire pour rendre crédible la menace que représentent ces malfrats. Et quand je disais plutôt que le cinéma est devenu quelque chose de vraiment engageant et fédérateur, c'est quand on voit les moyens mis en œuvre pour mettre en scène ce récit. Là, on n'a pas 4 ou 5 figurants qui descendent du train, on en a une bonne trentaine. 30 figurants que l'on doit parfaitement chorégraphier pour que la scène soit la plus vraie possible. Et surtout, ça devait vraiment coûter cher à l'époque de louer une locomotive pour pouvoir tourner un film. Et ils vont vraiment bien l'exploiter cette locomotive, permettant de créer une scène d'action dans un plan en travelling, un plan immersif qui met le spectateur au cœur des enjeux de la scène. Ajoute à ça un travail des effets spéciaux vraiment bon entre les nombreux coups de feu, l'explosion du coffre et les incrustations de plans très propres, et l'immersion dans un récit crédible et vraisemblable fonctionne vraiment bien. Le film se termine sur un climax excellemment cadré et chorégraphié, mettant en scène une action plutôt intense. Le métrage m'a également surpris dans son aspect dramatique, rarement vu à l'époque, entre la violence des protagonistes qui n'est jamais caricaturale et leur mort en fin de film. On a là l'une des œuvres majeures du début du cinéma, une œuvre amorçant la transition entre un art forain à un art beaucoup plus immersif, narrativement et émotionnellement. Le tout se terminant sur un plan qui vient briser le quatrième mur, montrant un cow-boy tirant face à la caméra, comme s'il tirait sur le public, achevant d'un dernier coup de massue le spectateur de l'époque qui découvrait ce qu'était le cinéma. Bon, par contre, le Alice in Wonderland réalisé par Cecil Hepworth était une expérience bien plus quelconque. Je vois son importance et la place qu'il a dans l'histoire du cinéma. Mais c'est un enfer d'artefacts visuels, quasiment douloureux à regarder. En plus, le récit est incompréhensible et jamais je rentre dans le film. Par contre, cette scène vers 3 minutes 50, avec ses couleurs qui n'ont aucun sens, ses artefacts et ses cuts complètement erratiques, et ses comédiens qui font n'importe quoi, ça donne un aspect un peu angoissant à la scène. Je n'étais pas vraiment à l'aise en regardant ça, et c'est une émotion qui aura eu le mérite d'exister. Contrairement à The Great Train Robbery, Alice in Wonderland n'a pas les moyens de ses ambitions, et malheureusement, je ne crois à aucun moment à ce que je suis en train de voir.
On va retourner un moment chez Edwin S. Porter avec Life of an American Firearm. Le métrage se veut assez impressionnant et il l'est grâce à ses longs plans d'ensemble montrant de nombreux véhicules de pompiers partir en intervention. En termes de cadrage, on peut noter l'utilisation du gros plan, quelque chose que je n'ai encore jamais vu depuis le début de l'émission, et surtout un magnifique panoramique de la caméra. Ce film, c'est globalement Fire, mais en plus impressionnant et abouti. Il y a un troisième film de Edwin S. Porter dont j'aimerais parler, Uncle Tom's Cabin. Je me souviens que dans la première émission, je me disais que le cinéma n'allait pas tarder à devenir un objet politique, implicitement ou explicitement. Uncle Tom's Cabin est l'adaptation d'un livre du même nom sorti en 1852. C'est un ouvrage ayant joué un rôle majeur dans la sensibilisation du grand public à l'enfer qu'est l'esclavage aux États-Unis. Le film sort à peine 38 ans après l'abolition de l'esclavage en 1865 et les Afro-Américains de l'époque vivent toujours une ségrégation extrêmement marquée. À cette époque, la portée politique d'un tel métrage était nouvelle dans le cinéma. Je ne sais pas si Edwin S. Porter avait réellement l'intention de faire en sorte que son film dépasse le cadre du simple divertissement, s'il voulait vraiment exprimer un point de vue social, ou s'il se prêtait juste à l'exercice de l'adaptation littéraire. Je n'étais pas sur le tournage pour le confirmer. Sachant que très probablement pas le moindre afro-américain n'était présent devant et derrière la caméra, la portée engagée du métrage est, je pense, à nuancer. Concernant la mise en scène du film, j'y ai trouvé quelques trucs assez sympas. Le chapitrage textuel du film, par exemple, très pratique pour pouvoir se situer dans l'intrigue, et un très joli travail de décor sur le 5e plan. Regardez ça, on se croirait dans Mandela Catalogue. Le 9e plan est assez marquant, montrant la mort de l'enfant avec beaucoup d'emphase dramatique et avec des réactions étonnamment justes, jamais caricaturales ou exubérantes. Sur les plans 12 et 13, la cruauté de l'esclavagiste et la peur qu'il inspire est très efficacement montrée, quitte à mettre en scène des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Des coups de fouet, de la violence physique et surtout psychologique, avec des comédiens faisant tout leur possible pour rendre ça crédible. Le dernier plan, montrant la mort de l'oncle Tom, est très beau et est politiquement assez chargé. Le ray de lumière traversant la pièce pour signifier la mort du personnage aurait pu être une idée à la fois sobre et poétique, s'il n'y avait pas eu ce gros ange mal foutu qui vient embarquer le personnage. En revanche, l'idée de représenter les regrets du gars par des tableaux est vraiment forte, ajoutant un sentiment de honte et d'amertume par rapport à l'histoire esclavagiste des États-Unis sans en faire des caisses. En tout cas si mon interprétation est exacte. En bref, il y a plein de bonnes choses dans Uncle Tom's Cabin, notamment une volonté de rendre les émotions des personnages moins évidentes, plus réalistes et plus subtiles. On va finir cet épisode par le métrage le plus long de la sélection, La vie et la passion de Jésus-Christ, réalisé par Lucien Nonguet et Ferdinand Zecca. Ça y est, nous y sommes en train de transitionner entre le court et le moyen métrage. Ce film est un ensemble de 32 plans fixes mettant en scène la vie de Jésus-Christ de sa naissance à sa résurrection. Premier point, même si cet ensemble de plans fixes font de prime abord penser à de l'arsenic, ici les ambitions visuelles de l'œuvre lorgnent plus du côté de l'art pictural. Le projet c'est surtout de réaliser de véritables toiles animées, une grande fresque vivante. Ça se voit sur certains plans qui bénéficient d'un vrai travail sur la profondeur de champ. Ici, on arrête de tout traiter au premier plan. Là, on a de la distance, un jeu sur la perspective qui crée une vraie ampleur visuelle à l'ensemble, nous rappelant les principes esthétiques de la peinture baroque. Également, j'apprécie pas mal le travail sur les effets spéciaux. C'est un film qui tente pas mal de trucs avec des résultats plus ou moins aboutis. Sur un plan plus narratif, la vie et la passion de Jésus-Christ m'intéressent moins. Ce serait mentir de dire que j'ai eu une accroche émotionnelle avec le métrage. Eh bien, c'est une fin d'épisode assez abrupte, mais c'est là-dessus que je vais vous laisser. Comme vous pouvez le constater, cet épisode dure pas mal de temps, et plus on va avancer dans la série, plus j'aurai des trucs à raconter, et plus je vais prendre le temps pour bien le faire. A voir si j'arrive à maintenir le rythme d'un épisode toutes les 2 semaines, on se reverra une prochaine fois pour discuter des films de 1904. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.